des semaines, nous scrutons tous les jours les données qui nous renseignent sur la progression de la pandémie de Covid-19. Des sites spécialisés sont apparus, montés par des universités, des médias ou des agences de presse, qui compilent les données publiées par les autorités de santé du monde entier. On y trouve tous les chiffres possibles et imaginables sur l'épidémie. Le nombre de décès, bien sûr, le nombre de cas, le nombre de tests, en quotidien ou en cumulé, en valeur instantanée ou lissée sur plusieurs jours, rapportée à la population ou ramenée à la date de démarrage de l'épidémie, sur des échelles linéaires ou logarithmiques. Bref, nous avons dans cette crise sans précédent une profusion sans précédent de données. Le danger de cette profusion de données, c'est qu'elle peut nous conduire à oublier une distinction fondamentale, la distinction entre les données disponibles et les informations pertinentes. Pour l'illustrer, arrêtons-nous un instant sur un exemple typique de ce type d'analyse comparative. Je l'emprunte ici à The Economist, mais tout autre média de qualité aurait pu faire l'affaire. On voit sur ce tableau une comparaison de l'évolution du nombre de cas confirmés dans différents pays. Les chiffres sont des moyennes mobiles sur 7 jours, rapportées à la population, et les 16 pays choisis sont regroupés de manière à permettre une comparaison facile sur les mêmes échelles. Rien à redire donc sur la représentation des données. Rien à redire non plus sur la rigueur intellectuelle bien connue de The Economist qui ne manque pas de rappeler les limites de ces données. Les pays, précise le journal, peuvent avoir adopté des politiques de test très différentes. C'est si vrai qu'à la date de ce graphique, l'Allemagne a testé 5 fois plus de personnes que le Royaume-Uni. C'est évidemment un énorme problème quand on compare le nombre de personnes testées positives. Même si on est conscient de cette limite, les limites de la donnée peuvent être tellement importantes qu'elles rendent toute conclusion hasardeuse. En d'autres termes, quand ce qu'on a sous la main est très inexact, faire avec ce qu'on a sous la main peut être pire que de ne rien faire du tout. Car même quand nous connaissons les limites des données que nous avons en face de nous, nous ne pouvons pas nous empêcher d'en tirer des conclusions. Une fois que nous avons ces chiffres sous les yeux, surtout s'ils sont représentés graphiquement d'une manière aussi éloquente, nous construisons immédiatement une histoire qui leur donne du sens. Dans ce raisonnement, on reconnaît un biais cognitif, le biais de disponibilité. Nous partons des données disponibles pour en tirer une conclusion. Le risque, c'est celui que résume une vieille blague, l'histoire de l'homme qui a perdu ses clés et qu'on voit les chercher la nuit sous le faisceau d'un réverbère. À un passant qui lui demande « Mais vous êtes sûr que c'est là que vous les avez perdus ?» L'homme répond « Non, mais c'est là qu'il y a de la lumière. » Nous sommes comme cet homme. Au lieu de chercher nos clés là où nous les avons perdues, de chercher les informations pertinentes, nous cherchons là où il y a de la lumière, là où les données sont disponibles. Pour échapper au biais de disponibilité, nous devons adopter la démarche inverse, une démarche de résolution de problème. Au lieu de commencer par étudier toutes les données disponibles, ce qui part d'une bonne intention, nous devons commencer par définir la question à laquelle nous voulons répondre et ensuite seulement aller chercher les informations nécessaires pour cela. Regardons par exemple comment font les épidémiologistes de l'Institut Pasteur quand ils veulent prévoir la progression de l'épidémie en France. Dans leur étude publiée le 20 avril, on ne les voit pas se précipiter sur la courbe des cas en Belgique ou en Nouvelle-Zélande. Ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent par poser une question: quelle va être justement la progression de l'épidémie en France? Puis ils vont décomposer cette question en construisant un modèle. Leur modèle prend en compte le nombre de personnes déjà touchées, la vitesse de propagation de l'épidémie, et ainsi de suite. C'est en déroulant ce raisonnement qu'ils vont identifier les informations clés qui leur manquent, qui ne sont pas forcément facilement disponibles. Ils vont alors les chercher ou les estimer. Par exemple, pour estimer le taux de mortalité de la maladie, évidemment une information importante, ils vont s'appuyer, entre autres, sur l'échantillon des passagers du paquebot Diamond Princess, qui est une des rares populations à cette date à avoir été testée de manière exhaustive. Une vraie démarche de résolution de problème a donc un avantage capital. Elle permet d'identifier les informations manquantes. Par exemple, le statisticien John Ioannidis a été parmi les premiers, dès le 17 mars, à attirer l'attention sur l'absence d'une information essentielle, la part de la population déjà touchée par l'infection, mais non diagnostiquée parce que asymptomatique ou simplement non testée. Pour la connaître, expliquait déjà Ioannidis, il faut impérativement réaliser des tests sérologiques sur de larges échantillons aléatoires de la population afin de mesurer quelle part de cette population a développé des anticorps et donc de savoir combien de personnes ont déjà été touchées. C'est ce type d'étude qui est maintenant en cours, notamment à grande échelle en Allemagne.
Les journalistes, bien sûr, et a fortiori les simples lecteurs que nous sommes, ne sont pas des chercheurs. Personne ne nous demande de bâtir des modèles épidémiologiques à chaque fois qu'on se pose une question. Mais quand nous avons une décision importante à prendre, nous pouvons tous nous efforcer d'éviter le piège du journalisme et d'adopter la démarche du chercheur. Plutôt que de nous précipiter sur les données disponibles pour essayer de leur trouver un sens, commençons par nous poser la bonne question avant d'aller lui chercher des réponses.